Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Michel et bienvenue à cette conférence du 4e trimestre 2023. Nous allons aborder bien sûr le bilan 2023 et les perspectives 2024, mais je commence par vous souhaiter une très bonne année Michel et bien sûr vous souhaiter une très bonne année aussi également à tous ceux qui nous suivent ce matin. Alors ce qu'on peut dire sur 2023, puisqu'on va revenir bien sûr sur cette année, c'est que malgré le tout, elle a été marquée par un fait très important, c'est l'augmentation des taux. Une augmentation très forte, qui n'a jamais été vue, Michel, on peut le dire, et qui finalement est devenue un peu responsable de tous les maux du marché immobilier cette année. Alors nous, on a envie de s'interroger aujourd'hui pour savoir si c'est la seule responsable de la baisse de marché immobilier qu'on a pu constater cette année. Ce qui est important de noter également, c'est que finalement, cette année a marqué une forte baisse de production en volume global concernant tous les réseaux, et une baisse qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, depuis plusieurs années, et qu'on ne pensait pas revoir depuis la crise des subprimes. Alors finalement, est-ce qu'en ce début d'année 2024, on peut s'interroger, est-on à la fin de cette dégradation, en tout cas des marchés, à la fin de cette baisse, et peut-on espérer une reprise? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, Michel. Donc merci de relever l'exercice comme chaque année. Pour vous, chers spectateurs, nous sommes en direct sur YouTube, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on s'efforcera d'y répondre avec plaisir. Michel, on vous écoute. Oui, merci Madame la Directrice. Mes meilleurs voeux à tous ceux qui nous écoutent. Et donc, je vais vous présenter les grands résultats pour l'année 2023, pour le 4e trimestre, bien sûr. Non par plaisir de regarder ce qu'a été le passé, mais simplement parce que ça va nous permettre de comprendre ce qui risque de se passer en 2024, à quelle sauce les marchés vont être mangés, et au-delà, ce que l'on peut escompter, espérer peut-être. Alors on va commencer bien sûr par les taux, comme Caroline nous le disait. La hausse a été tout de même rapide, très rapide. Le graphique de l'historique des taux sur près de 25 ans nous le montre. On n'a jamais vu, même par le passé, si on l'avait connu lors du premier choc pétrolier en 1973, mais sur le passé récent, on n'avait jamais vu cela. On a terminé l'année à 4,24% en décembre, 4,20% en moyenne sur l'ensemble du 4e trimestre. Bon, ce sont des niveaux de taux élevés qui nous rappellent que nous avons eu une augmentation sur la seule année 2023 de 189 points de base. Alors bon, c'est beaucoup, bien sûr, tout le monde en a conscience, mais c'est moins que l'augmentation du taux d'usure. Hein, je rappelle, parce que ce taux d'usure, on va en reparler par la suite, surtout pour ce qui concerne les prêts à plus de 20 ans, l'augmentation, c'est 306 points de base sur l'année. C'est beaucoup. Hein. Donc, soyons clairs, on ne pouvait pas imaginer que dans un contexte où il y avait accélération de l'inflation, augmentation régulière des taux d'intervention de la BCE, accroissement des taux d'usure, on ne pouvait pas imaginer que les taux ne progressent pas. Alors, c'est un mal pour les emprunteurs, bien sûr, on va y revenir, mais finalement, ça a permis aussi de progressivement désengorger un marché qui est un marché sur lequel l'offre avait du mal à se repositionner parce que les évolutions qu'on avait constatées par le passé avaient provoqué une forte dégradation de la rentabilité de la production nouvelle. Et durant l'année 2023, surtout à partir du printemps 2023, avec une accélération à l'automne, il y a eu une remontée des taux de rentabilité avec toutes les conséquences qu'on va pouvoir en percevoir par la suite. Bon, alors maintenant, tous les segments du marché ont été concernés par cette augmentation. On a l'habitude de regarder 15 ans, 20 ans, 25 ans. Bon, pourquoi 25 ans ?
On va en reparler parce que le 25 ans, c'est quand même 52% du marché des crédits immobiliers aux particuliers. Alors, si on regarde ce qui s'est passé sur les prêts sur 25 ans, voyons qu'en 2023 et surtout au mois de décembre, nous avions 75% de la production à 25 ans qui était à des taux supérieurs à 4,30%. Je rappelle, la moyenne de l'ensemble du marché, c'est 4,24% en décembre. Et puis, si on gratte un peu plus, eh bien, on a 25% de la production. C'est ce qu'on appelle le quatrième groupe, c'est-à-dire les moins bons profils, ceux qui peuvent a priori présenter des risques de défaut plus importants à l'avenir, eh bien, 4,68%. Et puis, si on grattait encore un peu plus, le huitième du marché des prêts à 25 ans, on est arrivé à 5%. Donc, voyons quand même ce que cela signifie. Ce sont des situations, comme Caroline le disait précédemment, qu'on n'avait pas connues depuis le printemps 2009. C'est quand même une évolution et une transformation du marché tout à fait spectaculaire sur l'année. Alors, dans le même temps, jusqu'alors, serais-je tenté de dire, nous avions bénéficié de l'accroissement de la durée des prêts accordés. Sur le quatrième trimestre, 248 mois, on le voit, au plan graphique, nous sommes sur un maximorum, comme ils disent les jeunes. Et à partir de là, c'est clair. Quand on regarde, depuis 3 trimestres, depuis le printemps dernier, nous plafonnons. Avec celles et ceux qui ont des bons yeux pourront l'apercevoir, une légère tendance à la réduction des durées des crédits accordés. Alors c'est important parce que l'augmentation des durées a permis par le passé d'amortir les conséquences de la hausse des taux. Ça avait été le cas, par exemple, en 2022, où l'allongement des durées avait amorti à peu près 95% des conséquences de la hausse des taux. Ça avait permis aussi d'amortir les conséquences de la hausse des prix des logements. Bon, donc là, stabilisation même à niveau élevé des durées, ça signifie que les marges d'absorption des chocs sont érodées et ça signifie que les chocs pèsent sur la solvabilité de la demande. Et ce n'est pas pour rien que l'on dit que finalement, les annuités, en 2023, l'annuité moyenne, théorique, je dis bien c'est du théorique, il ne faut pas croire que ce soit la réalité vraie. L'annuité théorique a progressé de 16,7%. C'est une perte de pouvoir d'achat. Alors, on voit bien, là, sur ce graphique, en isolant le mois de décembre notamment, on voit bien que depuis un certain temps, la proportion de la production sur 20-25 ans stagne. Ça stagne, c'est bien d'un côté, je suis sûr que les autorités monétaires vont être satisfaites de constater qu'il n'y a pas d'allongement de cette durée. Même sur les durées les plus longues, on voit bien ça a quasiment disparu, les plus de 25 ans. Mais ça signifie aussi que ce que je rappelais précédemment, l'effet d'amortissement de l'allongement des durées est derrière nous. Alors, les conséquences que cet allongement avait pu avoir, on le répète à chaque fois et je crois que c'est bien parce que cela permet de comprendre ce que l'on va présenter par la suite lorsqu'on va regarder les différents marchés. Finalement, sont les plus jeunes des emprunteurs qui ont le plus largement bénéficié de cet allongement des durées. Bien, on fait cette comparaison qui est une comparaison qui est
pas mauvaise finalement, même si il y a un petit clin d'œil derrière. On prend 2019 comme référence. Pourquoi? Parce que c'est le sombre mois de décembre 2019 où la recommandation du HCSF avait commencé à introduire les contraintes qui vont mordre de plus en plus sur l'activité du marché, un peu en 2020, puis en 2021 et surtout à partir de 2022-2023. Elles deviennent obligatoires. Mais quand on regarde là, eh bien, on voit que finalement les plus jeunes, entre 2019 et fin 2023, voient la part des durées les plus longues s'élever de manière très significative. Les moins de 35 ans et les 35-45 ans, qui sont, bon, on ne va pas s'en cacher, les populations cibles des établissements distributeurs de crédit. C'est la clientèle de demain. Et puis en plus, c'est sur cette tranche d'âge, notamment 35-45 ans, que l'on trouve le gros des contingents d'accédants à la propriété, donc un des gros segments du marché des crédits immobiliers aux particuliers. Mais alors ça, Michel, c'est un petit peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, parce que on a bien compris à un moment que les établissements bancaires avaient des soucis de rentabilité, on va dire, sur les prêts qu'ils proposaient, et que donc ils avaient pu se concentrer sur leur clientèle, en tout cas. Et donc on a pu entendre que la primo-accession avait été un petit peu mise de côté cette année. Et là, vous êtes en train de dire que finalement, elle est restée une priorité quand même. Oui, bien sûr, je dis même le contraire. Tout à fait. Simplement, il est clair que le sentiment qu'on peut avoir en regardant, par exemple, des statistiques telles les très belles statistiques mensuelles de la CPR, on voit que le poids de la primo-accession, finalement, a hésité, etc. Mais faisons bien attention, c'est un poids dans l'ensemble de la production. Donc, il faudrait retirer tout ce qui n'est pas crédit immobilier au particulier. Il faudrait aussi tenir compte du fait qu'il s'agit d'une production donc en valeur et que il se trouve que la transformation du marché dont on va parler rapidement a amené en 2022 beaucoup, en 2023 encore beaucoup. Ça a amené à un déplacement vers des catégories d'opérations moins chères, moins bien localisées, pour lesquelles on utilise moins de crédits, toutes choses égales par ailleurs, d'autant plus que les exigences d'apport personnel ont eu comme conséquence que le recours à l'emprunt a été moindre pour une très grande partie de la clientèle. Voilà, donc c'est logique, il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de contradiction, il y a simplement la nécessité de regarder de manière très détaillée. Et justement, comme vous disiez tout à l'heure, on a regardé les taux, c'est vrai que c'est vertigineux la hausse à laquelle on a assisté, mais souvenons-nous que cette hausse en 2022-2023 a eu un impact sur la capacité de réalisation des opérations 4 fois moindre que l'augmentation de l'apport personnel a pu avoir. Et je prends simplement deux chiffres pour bien illustrer cela. Entre 2021 et 2023, la hausse des taux a nécessité une mobilisation de revenus des ménages qui représente 4,4% de leur revenu annuel. D'accord, pour conserver la même possibilité de réaliser un projet. Mais l'augmentation de l'apport personnel, ça représente 16,6% d'augmentation, donc de mobilisation supplémentaire des revenus des ménages. On voit bien, ce sont des évolutions qui ont totalement bouleversé les marchés immobiliers, mais aussi le marché des crédits immobiliers. Et cette augmentation de l'apport personnel, elle est quand même le résultat des contraintes posées par le HCSF. Tout à fait, et on voit bien quand on regarde
les autres grands indicateurs, les 3 grands indicateurs que l'Observatoire suit régulièrement, on voit bien que dès la mise en place de la recommandation, nous avons eu en 2020 une augmentation très forte, très rapide de l'apport personnel. Apport personnel moyen, 11,9% d'augmentation, puis encore 13,2% d'augmentation en 2021, 11,4% en 2022. Alors bien sûr, en 2023, le marché s'étant totalement transformé, le marché de 2023 n'a plus rien à voir en localisation, en consistance d'opérations, en catégorie d'emprunteurs, etc., n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on connaissait il y a 4 ans. Alors, l'apport personnel moyen, il a stagné pratiquement. Mais ça signifie que depuis 2019, l'apport personnel moyen a augmenté de 44%. C'est vertigineux, soyons clairs. On n'avait jamais vu cela. Et dans le même temps, les clientèles se sont transformées, puisque les ménages qui peuvent mobiliser autant d'apports personnels sont plus aussi nombreux. D'abord, naturellement, toute la population ne peut pas prétendre mobiliser un apport personnel aussi conséquent. Et puis en plus, les évolutions constatées ont élagué le marché. Les ménages les moins bien dotés ne peuvent plus rentrer dans le marché. Ce n'est pas que les banques ne peuvent pas leur prêter, c'est que les exigences qui sont imposées par les autorités monétaires contraignent les banques. Et on le sait depuis janvier 2022, si les banques ne respectent pas cela, elles sont sanctionnées. Donc, les clientèles se sont transformées. Une des expressions, cela qu'on avait commencé à voir en 2022 et qui a éclaté en 2023, c'est la progression des revenus d'une année sur l'autre de ceux des ménages qui réalisent 8,1% d'augmentation du revenu moyen en 2023 par rapport à 2022. Encore une fois, c'est du jamais vu. Mais donc, deuxième élément qui va de pair avec ce que l'on a noté sur l'apport personnel, le marché s'est transformé, les clientèles aussi, et les catégories d'opérations réalisées encore. Tout simplement parce que des ménages qui ne peuvent plus réaliser leurs projets sur les centres des grandes agglomérations, on dit Paris, mais on peut parler de Lyon, on peut parler de Bordeaux, etc. Ces ménages-là, la plupart d'entre eux, ils se sont un peu déplacés dans l'espace. Et partout sur le territoire, on prenait les grandes villes, on pourrait prendre des villes plus petites. Ça a une conséquence que la demande se réalise sur des marchés où les prix sont plus bas qu'auparavant. Tout à fait. Ce n'est pas que les prix ont baissé, c'est que les prix ne sont pas les mêmes. On l'a constaté aussi à Crédit Logement, bien sûr, et tous les partenaires bancaires le soulignent. Nous, on a pu constater, alors l'indicateur qui est suivi, c'est bien sûr le montant moyen et pas le coût moyen de l'opération comme vous, mais à Crédit Logement, on a pu constater qu'il était descendu de 260 000 à 227 000 euros par opération, donc ça fait quand même une baisse de 13%. Tout à fait. Ce qui n'est pas négligeable. Et après une étude effectivement sur notre production, on a pu constater que ça touchait effectivement toutes les catégories d'emprunteurs, je dirais à tous les niveaux de revenus et effectivement sur toutes les régions. Voilà. Globalement, la transformation est globale. Voilà, globalement, Caroline, pour l'ensemble du marché, la baisse du crédit moyen, c'est 8,1% en 2023. Voilà, donc ça donne quand même une idée de la manière dont tout ça a été bouleversé. Alors bon, conséquence, certes, les taux ont monté, les durées ne progressent plus, certes, les clientèles se sont transformées, tout et tout. L'un dans l'autre, ça signifie que depuis un an et demi, nous sommes en relative stabilité de l'indicateur de solvabilité de la demande. Bon, mais tout ça a une conséquence en 2023, c'est que le marché des crédits n'est plus comme avant. C'est évident. Depuis
quelques trimestres, nous avions noté que une forte réduction et du nombre de prêts et du niveau de la production de crédit. D'autres ont mis un certain temps à s'en apercevoir. Nous confirmons que en 2023, nous avons moins 41,7% pour la production de crédit et moins 39,5% pour le nombre de prêts. Mais attention, l'année ne se termine pas comme elle a commencé. L'année a mal commencé. Beaucoup, en début d'année, considéraient que les chiffres qui étaient avancés étaient des chiffres qui ne représentaient pas le marché parce que sais-je encore. Et puis, progressivement, en cours d'année, nous avons vu que cette évolution était une évolution qui s'atténuait. La chute devenait moins rapide. Et quand on termine l'année, on voit bien un quatrième trimestre en 2023, où finalement, si on prend le nombre de prêts, au premier semestre, nous étions à moins 46,4% pour le recul du nombre de prêts. Au quatrième trimestre, nous ne sommes plus que de moins 19,5%. Ça signifie que nous atterrissons dans le malheur. Voilà, nous descendons, nous sommes en train d'atteindre le fond de la piscine. En Bretagne, je dirais, on atteint le creux de la vague. Bon, on y arrive. Ça ne signifie pas que le rebond est là à portée de main, ça signifie que, et on le verra, les prochains mois vont probablement être ceux de la stabilisation de l'activité, puis du début du commencement. Comme le disait Churchill, c'est la fin du commencement. Et alors, conséquence de tout cela, eh bien, quand on regarde de mois en mois, sur le quatrième trimestre, nous avions eu un très bon mois de novembre, qui avait un peu étonné. Même vous, Caroline, souvenez-vous, un très bon mois de novembre, puisque nous avions au mois de novembre une augmentation du nombre de prêts accordés. Et badaboum crac, nous avons eu un calamiteux mois de décembre. Alors pourquoi ? Je rappelle simplement que nous avons quelques semaines de décalage entre la réalité du climat et puis l'activité de la production de crédit. Or, au mois de novembre, il s'est passé pas mal de choses. En Bretagne, on se souvient des 174 km/h de la tempête. À Brest, on était à 154 km/h. Les pointes de vent, c'est énorme. Ça a eu des conséquences, ça a bloqué le marché. Mais pas seulement en Bretagne. Souvenons-nous ce qui s'est passé dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, les inondations. Où nous avons commencé à avoir les inondations. Et puis, souvenons-nous aussi ce qui s'est passé en PACA, où nous avons eu des glissements de terrain, etc. Et nous avons eu donc un mois de décembre qui a confirmé les conséquences du dérèglement climatique et les conséquences que cela peut avoir sur les marchés immobiliers. Tous les indicateurs le montrent, soyons clairs. On ne va pas construire une maison individuelle quand le vent souffle à 150 km/h ou quand les terres sont inondées depuis 5 semaines. Voilà, c'est plus possible. Le marché est bloqué. Et nous avons eu un très mauvais mois de décembre. Cela ne signifie pas que le marché s'est retourné, cela signifie simplement que probablement des opérations ont été différées. Et donc, nous allons avoir un début d'année qui sera un début d'année assez particulier de ce point de vue-là, pris entre les dérèglements climatiques d'un côté, les tendances au redémarrage du marché de l'autre, et puis tous les aléas. On le voit bien aujourd'hui, on en reparlera, entre la mer Rouge et la mer de Chine. Voilà. Tout à fait. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Michel, parce que c'est vrai que ces dérèglements climatiques, bien sûr, bien sûr, je ne me permettrai pas, mais ces dérèglements climatiques qui commencent à être de plus en plus nombreux, violents, et finalement, oui, ils vont finir par impacter régulièrement
ce marché immobilier et tout à fait. l'activité, alors localement, mais finalement à différents endroits. Et ça peut peser sur le marché au global, c'est vrai. Surtout quand ce sont des dérèglements qui ont cette importance, Oui. puisque c'est Et pas cette qu'une durée, ville, oui. c'est une région, ce sont Tout à plusieurs fait. régions en même temps. Voilà. Bon, regardons donc rapidement les différents marchés. Le neuf, alors la particularité du neuf, bon, ce n'est pas au niveau de l'évolution des coûts des opérations, au niveau des revenus ou de l'apport personnel. C'est pareil, hein, soyons clairs. En revanche, on voit bien la conséquence de ce qu'on expliquait auparavant lorsqu'on regarde les catégories de clientèle. Alors les moins de 35 ans, hein, population cible, ben on voit bien que le poids relatif s'est accru depuis 2 ans, 3 ans. Hein. Quand on regarde les ménages les plus modestes, les moins de 3 SMIC, c'est la même chose. Au détriment, dans tous les cas, soit des ménages les plus avancés dans la vie, les plus de 55 ans, soit les plus aisés, les 5 SMIC et plus. Bon, alors ça ne signifie pas, comme on a pu le lire sous des plumes de grandes institutions monétaires, que finalement le marché avait bien montré que le nombre de jeunes ou de ménages modestes s'était accru. Non, ça signifie tout simplement que les effectifs ont diminué moins vite que l'ensemble du marché. Et pourquoi cela? Pourquoi est-ce que les jeunes ont vu leur poids relatif dans le marché progresser? Pourquoi les moins aisés? Simplement parce que, on le disait tout à l'heure, les établissements de crédit ont porté leur attention sur les plus jeunes, bien sûr, et puis aussi parce que finalement, ceux qui ne peuvent pas réaliser, qui ont été aussi impactés que les plus modestes, ce sont les plus aisés, qui ne peuvent plus, compte tenu des contraintes d'accès au crédit qui pèsent aussi sur eux, qui ne peuvent plus accéder sur les marchés des grandes agglomérations, des centres des grandes agglomérations. Donc le marché s'est transformé, mais avec une particularité qui est quand même tout à fait remarquable, c'est que la baisse de la production, sur l'ensemble de l'année 2023, à peu près comparable à celle qu'on a constatée sur l'ensemble du marché, mais au 4e trimestre, un nombre de prêts accordés qui n'a reculé que de 14%. Alors pourquoi cela? Eh bien parce que, en plus de tout ce qui s'est passé, ce que je vous racontais auparavant, la belle histoire, un 4e trimestre mieux parce que ça commence à atterrir tout cela, il se trouve que le marché du neuf, il souffre, il va souffrir il souffre depuis le 1er janvier de la suppression du bénéfice du prêt à taux zéro sur une grande partie de la zone B2 et de la zone C. Donc la conséquence est que les ménages prévoyants, bien conseillés par leurs établissements de crédit, ont, dès qu'ils en avaient la possibilité, réalisé par anticipation leur projet, notamment d'accession à la propriété. La conséquence a été qu'on a vu un mois d'octobre qui remontait le bout de son nez, et puis un mois de novembre qui était un peu surprenant. Tout simplement parce que il se trouve que, par exemple, des constructeurs de maisons individuelles, en gros, c'est jusqu'à la mi-novembre, jusqu'à la 3e semaine de novembre, que les opérations peuvent encore être réalisées compte tenu des délais techniques et puis des délais d'obtention des accords de prêt. Et donc la mobilisation du prêt à taux zéro sur la fin de l'année a été bien meilleure que ce que l'on avait pu connaître sur le début de l'année. Il faut dire que le premier semestre de l'année, en termes d'utilisation du prêt à taux zéro dans le neuf, a été calamiteux. Alors, dans l'ancien, c'est la même chose, soyons clairs, il n'y a pas beaucoup de surprises. On retrouvera les mêmes résultats. Voyons néanmoins ce qui s'est encore passé en 2023 dans
l'ancien, mais ce qui ne s'était pas observé dans les mêmes conditions dans le neuf. Quand on regarde le neuf, que ce soit l'accession ou l'ensemble du marché, le taux d'apport personnel moyen a un petit peu progressé, mais pas beaucoup. Hein. Mais en revanche, quand on prend l'ancien, nous avons eu encore une progression rapide du taux d'apport personnel. La conséquence, notamment une des conséquences, c'est que le rebond du marché a été moindre en termes de production de crédit sur l'ancien que sur le neuf. D'autant plus que, on le voit, nous n'avons pas eu exactement les mêmes transformations de clientèle, même si transformation de la clientèle, il y a eu. Par exemple, les moins de 35 ans ont vu leur poids dans le marché s'élever en 2021, puis plafonner en 2022-2023. Sur les moins aisés, sur les moins aisés, l'effet délocalisation des opérations, difficulté pour les ménages les plus aisés d'obtenir des crédits, a pesé plus fortement dans l'ancien que dans le neuf. Bon, l'un dans l'autre, ça a une conséquence. La conséquence, c'est que finalement, nous avons certes un quatrième trimestre qui marque un atterrissage, mais un atterrissage de la dépression moins prononcé, moins rapide que sur le marché du neuf. Bon, pour autant, là où nous étions sur le premier semestre à moins 43,9% pour le nombre de prêts accordés en glissement annuel, nous sommes à moins 31% sur le quatrième trimestre. Et si nous avions regardé mois par mois, nous aurions vu que c'est ce qui était dans le mensuel de novembre. Nous aurions vu que nous avions encore amélioré la situation, mais sur le marché de l'ancien comme sur le marché du neuf, nous avons eu à subir les conséquences de tout ce qui s'est passé en novembre et en décembre avec les dérèglements climatiques. Bon, l'un dans l'autre, on a, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, une baisse d'activité, c'est clair, que ce soit en production de crédit ou au nombre de prêts. Nous avons donc une évolution qui est moins favorable en 2023, nettement moins favorable en 2023 qu'elle avait pu l'être en 2022, qui était déjà une année de dépression. Et puis, on voit qu'en cours d'année, nous avons cet atterrissage que l'on espère prometteur pour l'année 2024. On va en parler. Bon, mais avant cela, résumons, comme on le fait habituellement avec la capacité des ménages à acheter. Pourquoi cette capacité des ménages ? Parce que, on le sait, elle résume bien à elle toute seule ce qui s'est passé sur les revenus des emprunteurs, sur les taux, sur les durées, sur les conditions d'accès au crédit, etc. etc. Bon. Alors nous avions eu une forte amélioration, une nette amélioration jusqu'en 2021. Hein. Entre 2011 et 2021, pendant 10 ans, nous avons eu quand même une augmentation de la surface achetable qui a été de plus de 15 mètres carrés. Hein. C'est logique, souvenons-nous que les taux en 2011 étaient à 3,88%. Par exemple, je parle des taux, et qu'ils étaient descendus en 2021 à leur plus bas, à 1,06. Voilà, donc ça a eu un impact, ça a eu une conséquence. En plus, avec l'allongement des durées, ça avait permis d'amortir les conséquences de la hausse des prix. Bon, il se trouve que depuis 2022, la vie n'est plus aussi belle. Hein. Les taux ont monté,
les durées ont commencé à progresser moins vite, elles stagnent. Certes, les clientèles se sont transformées, mais pour réaliser, les clientèles se sont déplacées. On l'a vu. Bon, tout ça a une conséquence. La surface achetable, France entière, j'insiste bien là-dessus, a reculé. Elle a reculé de 5 mètres carrés entre 2021 et 2023. Alors, nous sommes tout de même en 2023, à la fin de l'année 2023, à une surface achetable qui est de plus de 10 mètres carrés, de 10,1 mètres carrés, supérieure à ce qu'il était possible d'acquérir en 2011. Donc il y a eu, en dépit des mauvaises évolutions qu'on constate depuis 2 ans, il y a quand même eu une nette amélioration. Et si le marché donc s'est restreint, c'est pas parce que finalement c'est plus difficile avec les prix, etc. pour ceux qui y sont, c'est parce que l'accès au crédit est un accès au crédit qui est contraint. Bon, alors, maintenant, ça ne s'est pas passé partout pareil. Soyons clairs. Entre 2011 et 2023, 10,1 mètres carrés de plus. Oui, mais ça, dans certaines villes, ça a été plus. Perpignan, 20 mètres carrés, Toulon, 19 mètres carrés, Orléans, 16 mètres carrés, je m'arrête, Mulhouse, 14 mètres carrés. Je rassure quand même les spectateurs, c'est pas que ma vue s'est améliorée, c'est que l'écran est plus grand cette fois-ci que les fois précédentes. Donc j'y vois mieux. Alors, pourquoi qu'est-ce qu'on a de particulier dans ces villes? Parce que là, on regarde les villes, d'accord? Donc, c'est pas une histoire de taux d'intérêt. Oui, le prix compte. Voilà, c'est pas une histoire de taux, c'est pas une histoire de durée. Le marché est à peu près uniforme, mais c'est une question de prix. Et quand on regarde sur ces 4 villes que j'ai pris là volontiers, Perpignan, entre 2011 et 2023, le niveau des prix il a progressé de 3,5%. Peanuts, 0,3% par an. Sur Toulon, c'est 8% par an. Donc, 0,6% par an. En revanche, si on regardait Orléans, les prix ils ont progressé de 29,6%. Donc, ça fait quand même du 2,2%. C'est plus que ce qu'on a vu au niveau national, puisque dans la même période, la hausse était de 1,8%. Alors, pourquoi une ville comme Orléans? C'est ce qu'on avait signalé à plusieurs reprises. C'est comme sur Mulhouse, d'ailleurs. On a eu des arrivées de clientèle. Sur Orléans, c'est les Parisiens qui sont allés faire leurs courses. Sur Mulhouse, ce sont les Suisses et les Allemands qui sont allés voir ce qu'ils avaient acheté et qui l'ont fait. Jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Et que ce soit d'ailleurs sur Orléans ou sur Mulhouse, c'est la même histoire. Depuis 2 ans, nous avons eu un tassement dans l'évolution du marché. Bon, à peu près logique, à peu près normal, dès lors que l'arrivée de nouvelles clientèles ne permettait plus de soutenir le marché. Eh bien, à contrario, c'est ce qu'on voit, c'est l'inverse. Si on prend les 4 villes où la durée, où la capacité s'est réduite le plus fortement, Annecy, moins 17 mètres carrés, Villeurbanne, moins 14, Lyon, moins 11, Bordeaux, moins 10. Bon, alors, dans tous ces cas-là, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu des augmentations de prix très rapides, même si les augmentations se sont un peu calmées sur Bordeaux depuis 1 an. Mais sur ces 4 villes, nous avons eu des arrivées de clientèle. Mais ces arrivées de clientèle, de toute façon, n'ont pas permis de compenser, d'atténuer, d'amortir les conséquences de la hausse des prix. Des conséquences de hausse de prix qui sont quand même assez fantastiques. À Annecy, nous avons eu près de 52% d'augmentation des prix depuis 2011.
sur Bordeaux, près de 55% d'augmentation des prix. Hein. Sur Villeurbanne et sur Lyon, c'est rien à côté, c'est 43% d'augmentation des prix. Voilà, donc, forte augmentation des prix qui n'ont pas été, dont les conséquences n'ont pas été atténuées par l'arrivée de nouvelles clientèles. Donc on voit bien, le jeu des prix, il est important, mais il ne joue pas au niveau global, au niveau national, il joue au niveau des marchés, des marchés locaux, au niveau des situations qu'on est en capacité d'analyser. Voilà, donc maintenant, regardons un petit peu ce que l'on a devant nous. Oui, parce qu'on peut en déduire du coup que les prix restent encore très élevés dans certaines régions. On peut en déduire que partout, les prix sont quand même à des niveaux qui ont fermé le marché, fermé d'autant plus le marché que finalement, l'accès au crédit a été rendu beaucoup plus difficile par les décisions de la Banque de France. Voilà, donc il est clair que des prix qui ont affiché une certaine forme de rigidité, alors que les taux ont continué à progresser et que l'accès au crédit a été verrouillé, les conséquences sont ce qu'on a vu, et amplifiées sur certains territoires beaucoup plus que sur d'autres. L'avenir, l'avenir est devant nous. À la mi-janvier, nous sommes sur des taux des crédits immobiliers moyens de 4,22%. Alors, soyons clairs, nous sommes donc sur des niveaux qui sont des niveaux 4,21%. C'est ça. Oui. Oui. Nous sommes. Oui, en janvier. 4,23. 4,23, voilà, vous voyez, bon. Ouais, parce qu'il faut dire que là, on ne m'a pas mis les taux. Donc, 4,22% en novembre, 4,24% en décembre et 4,23% en janvier. Autant dire que depuis 3 mois, les taux sont à peu près stabilisés. Est-ce compréhensible? Oui, bien sûr. Et c'est ce que tout le monde a fini par voir. Il se trouve que depuis 3 mois, la BCE ne modifie plus son taux d'intervention. En outre, le taux moyen des ressources d'épargne que les établissements de crédit utilisent pour venir en adossement de leur production a faiblement augmenté. Donc ça signifie que les conditions sont maintenant réunies pour que la hausse des taux marque le pas et même fasse un peu mieux encore. Donc est-ce que cela pourrait dire, Michel, que ce qu'on pouvait évoquer sur 2023, qui était qu'on était passé finalement d'une problématique d'offre à une problématique de demande, est-ce que là, ça pourrait signifier que justement l'offre, finalement, se porte mieux ou commence à mieux se porter et que du coup, la demande pourrait revenir derrière? Oui, bien sûr. Ce qui s'est passé avec les refinancements de la BCE, avec l'évolution des ressources d'épargne, on l'a vu. Et puis l'augmentation des taux des crédits, même si ça a desservi la demande d'un certain côté, mais ça a permis de rétablir la rentabilité, la profitabilité de la production nouvelle. Et il est clair qu'un établissement de crédit qui ne peut pas assurer la rentabilité de sa production réduit, ne cherche pas à accroître. D'autant que les autorités monétaires vigilent derrière en insistant sur la nécessité, comme on dit, de marger. Donc si les établissements margent mal ou ne peuvent pas marger, ils ne prêtent pas ou pas beaucoup. Or, cette profitabilité s'améliore. Je ne vous dirais pas qu'elle est revenue au meilleur des niveaux qu'on connaissait.
ben, elle est sortie de l'ornière et en gros, elle a retrouvé les situations qui sont les situations au plan apparent, parce que il faudrait descendre au niveau de chaque établissement, etc. Au niveau apparent, en moyenne, nous sommes revenus sur des niveaux comparables à ceux qu'on avait en 2021. Donc 2021, je ne dis pas que c'est confortable, je dis que c'est mieux. Donc, ce qui a été terrible en 2022 et puis en 2023, ça a été qu'il y a eu conjonction de dégradation de la demande et de l'offre. Or là, la dégradation de l'offre est très probablement derrière nous. Hein. Et en outre, cette dégradation ne vient plus mordre sur les capacités d'un éventuel rebond du marché. Donc si la demande retrouve de quoi se ressaisir, le marché peut commencer à progressivement sortir la tête du fond de la piscine ou du creux de la vague. Mais c'est vrai que vous soulignez que la dégradation de la demande avait en fait commencé avant cette dégradation de l'offre. Ah oui, elle a commencé en 2020. Donc, ça avait mis du temps, tout simplement parce que ce sont des grosses machines. C'est comme les TGV quand ils sont en panne pendant toute la nuit. Hein. Ça met du temps à repartir le lendemain matin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on escompte ? Eh bien, soyons clairs, on n'escompte pas une reprise économique forte et rapide. Et je crois que tous les instituts de conjoncture, presque tous, sauf la Banque de France, sont d'accord sur le fait qu'on va être sur des scénarios de croissance molle, hein, 2024-2025. Peut-être on pourrait, si on était optimiste, dire un timide redémarrage de l'économie. Voilà. 0,6%, 0,8% d'augmentation du PIB, mais augmentation insuffisante pour permettre au taux de chômage de faire autre chose que de se stabiliser à 8%. Alors c'est une mauvaise nouvelle pour les objectifs de disparition du chômage, mais ça signifie aussi que cela va peser sur l'évolution du pouvoir d'achat, des revenus des ménages. Et ce n'est que parce que nous rentrons, semble-t-il pour le moment résolument, dans une période de désinflation, que un peu d'oxygène va arriver pour le marché. À peu près tout le monde est d'accord, même avec une augmentation des prix qui pourrait être finalement de l'ordre de 2,3% en 2024, et puis un objectif de 2% qui serait atteint dès 2025. Donc une désinflation qui va servir. Alors s'il ne se passe rien du côté des terrains de conflit qu'on connaît aujourd'hui, s'il n'y en a pas plus, si ça ne s'intensifie pas, donc si ça ne déborde pas sur les marchés des matières premières et sur les cours du pétrole, par exemple, cela signifie que la stratégie de la BCE de commencer à réduire ses taux d'intervention au cours du printemps 2024, probablement au milieu du printemps, à la fin du printemps, peu importe. On ne peut pas dater ça précisément. Madame Lagarde ne nous a pas envoyé son calendrier précis. Eh bien, ça signifie qu'on va avoir une décrue des taux de refinancement de la BCE. Et donc, conséquence de l'histoire, on escompte une diminution des taux des crédits immobiliers. Mais alors, soyons clairs, pas d'affolement, pas de précipitation. Hein. Comme très justement Madame la directrice le faisait remarquer précédemment, 4,23% à mi-janvier. Ça signifie qu'on va avoir un premier trimestre 2024 à 4,20%. En gros, c'est des stabilisations hein, par rapport au quatrième trimestre 2023. Et c'est après
en cours d'année, deuxième trimestre, troisième trimestre, que les taux vont baisser. Et donc, on escompte un taux des crédits immobiliers à 3,25% au quatrième trimestre 2024. Donc, on aura quand même gagné presque 100 points de base. Et puis, le mouvement de décrue devrait se poursuivre de manière beaucoup plus lente, mais se poursuivre en 2025. Donc, conséquence de l'histoire, si cela se réalise, parce que voyons bien que ce qui est en train de se passer en mer de Chine ou en mer Rouge, pour ne prendre que cela, va avoir des conséquences. Mais s'il ne se passe rien de plus, nous pouvons escompter un timide rebond de la production de crédit en 2024. Oui, parce qu'avec cette baisse du taux, malgré tout, la solvabilité des ménages va reprendre un peu de souffle. Voilà, une demande reprenant progressivement un peu de vigueur. Ouais. Progressivement un peu de vigueur. Mais ce n'est pas le grand rebond. Hein. Ce n'est pas le grand rebond en avant, comme disait Mao, hein, soyons clairs. C'est timide encore. C'est timide et tant que la Banque de France n'aura pas desserré les contraintes, c'est la timidité qui continuera à prévaloir. Voilà, donc c'est pas mauvais ce qui est en train de se passer, c'était mauvais ce qui s'est passé, ce qu'on a devant nous est un peu meilleur et un peu porteur d'espoir quand même. Alors, je dis tout de suite, comme on est à peu près 3 mois en avance sur les autres, oui, il faut le dire, ça va prendre du temps pour que d'autres s'en aperçoivent. Voilà. Bon. Alors on finit sur le coup de projecteur qu'on porte sur le marché des crédits immobiliers répartis par étiquette énergétique. Pourquoi ? Par rapport à la fois dernière, il n'y a pas grand-chose de plus. Sauf que nous avons eu, dans les différents commentaires qui ont pu être apportés au cours des derniers mois, cette idée suivant laquelle les banques ne serviraient plus, refiniraient à servir les opérations, à financer les opérations les moins bien étiquetés, les F, les G. Oui, c'est une inquiétude qui est très répandue. Bien sûr, tout à fait, c'est naturel. La nature a horreur du vide et puis l'observateur a horreur de la nouveauté. Donc, c'est normal. Bon, alors on a regardé quand même. Alors, je vous l'ai illustré ici simplement. Les petits bâtons verts, c'est la moyenne 2021-2023, donc depuis juillet 2021 avec les nouvelles étiquettes, et puis les bâtonnets orange, c'est la moyenne 2015-2023, donc il y a ce qu'il y avait avant, et puis on regarde simplement et on voit, les bâtons verts, F et G, ils sont plus hauts que les bâtons orange. Bon, voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme on l'a dit, sur les répartitions du marché par tranche d'âge ou par tranche de revenus, ça veut dire que ça a baissé en F et G, mais moins qu'ailleurs sur le marché. C'est tout. Et d'ailleurs, quand on travaille non pas par sous-période comme c'est là, parce que sinon on n'aurait rien vu, mais si on travaille par année, eh bien, soyons clairs, les étiquettes F et G en 2017, c'était 15,4% du marché des crédits immobiliers aux particuliers. On parle bien de crédits immobiliers aux particuliers. On ne parle pas de l'ensemble du marché, y compris les opérations au comptant et les autres opérateurs. Voilà. Et donc, 15,4% en 2017, 20,6% en 2023.
j'ai peine, alors avec une croissance régulière tout au long, j'ai peine à croire que cela signifie que les établissements rechignent à financer ces opérations. Cela signifie que sur ces étiquettes-là, l'activité est moindre aujourd'hui qu'elle pouvait l'être par le passé, mais elle est proportionnellement moindre que sur les autres étiquettes, et notamment les étiquettes qui ont été les plus durement touchées sont les étiquettes ABC, simplement parce que, on l'a vu, chute de la construction, il se trouve que c'est par la construction et par la rénovation, qui n'a pas été glorieuse non plus, c'est par ces segments de marché que les étiquettes s'améliorent dans le parc. Est-ce que l'on pourrait penser aussi que ces notes DPE moins favorables, F et G, justement pourraient bénéficier de prix revus à la baisse, en tout cas plus facilement négociables sur le marché étant donné leur position, et donc créerait finalement un marché un peu intéressant pour les investisseurs après travaux de remise en état? Le mirage de la baisse des prix est une vieille idée. On peut craindre que la recommandation de 2019 ait été fondée sur ce mirage. On restreint l'accès au crédit, ça va permettre la baisse des prix, donc blablabla. Bon. Elle semble démarrer malgré tout un petit peu. Alors, donc, voyons tout de même, là c'est ce qu'on détaille par la suite dans les diapos suivantes, mais bon, ça n'apporte rien de plus que la fois dernière. Voyons tout de même que l'achat des étiquettes F et G, pour ceux qui recourent au crédit, se fait plus volontiers par les ménages aux revenus les plus élevés. Voilà. C'est-à-dire, ça signifie que ce sont des ménages qui ont bien compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer de ces opérations-là. D'autant plus que, comme leur demande s'est délocalisée, on l'a vu, le marché s'est déplacé. Ils arrivent sur des territoires où ils trouvent de très beaux biens, mais qui nécessitent de gros travaux de remise. Remise en état énergétique et puis remise en état général. Et donc, ça signifie derrière une capacité financière suffisante pour pouvoir intégrer le financement de tous ces travaux, en plus du financement de l'acquisition du bien. Alors, comme l'acquisition du bien est moins onéreuse que ce qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient restés sur Paris intramuros dans les beaux quartiers ou dans les beaux quartiers lyonnais, voilà, ça leur permet de financer les travaux et ça permet de comprendre pourquoi on a eu le déplacement du marché F et G vers ces catégories d'emprunteurs aux revenus plus élevés. Alors que la différence de ce qu'on croit, ce ne sont pas les ménages les plus modestes qui ont le plus largement été portés sur les étiquettes F et G, puisque là, ça aurait été la grande explication, les pauvres des mauvais logements, tout ça. Bon, non, ça ne marche pas. Ça fait longtemps que ça ne marche plus. Donc en tout cas, aujourd'hui, on ne constate pas d'impact particulier encore de ces étiquettes sur le marché du crédit immobilier, en tout cas. Sur le marché des crédits immobiliers particuliers, tout à fait. Merci Michel. Il n'y a pas de quoi, Madame la directrice. Écoutez, on arrive au bout de cette présentation. Donc je vous invite, si vous en avez, à nous poser des questions. Nous serons ravis de pouvoir y répondre. Alors du coup, je me connecte pour essayer de ne rien louper. Pour l'instant, je n'ai pas de questions en direct. Alors moi, Michel, j'avais quand même... est-ce que c'est une question, plutôt un commentaire? Est-ce qu'on peut dire, malgré tout, que s'il y avait une bonne nouvelle sur cette année 2023 quand même, ou une note positive à retenir, est-ce que ça ne serait pas justement notre modèle de financement un peu à la française, avec ces taux fixes?
Parce qu'on voit bien que nos voisins européens ont malgré tout beaucoup plus souffert de cette inflation et que les emprunteurs ont pu voir du coup leur solvabilité vraiment attaquée, je dirais encore plus que chez nous peut-être, à cause de cette inflation. Malgré tout, nos emprunteurs ont été préservés avec ces taux fixes, en tout cas sur ce budget-là. Est-ce qu'au final, notre modèle de financement à la française n'est pas, enfin, c'est peut-être l'occasion de le dire, vertueux et peut-être un outil de lutte contre l'inflation ? Je vais peut-être loin, hein, mais je me permets. Non. Ça a toujours été la particularité du modèle français de financement du logement, auquel beaucoup ont cherché à s'attaquer. Un des derniers épisodes, des épiphénomènes en date, on le voit bien, c'est la recommandation du HCSF, hein, qui de manière insidieuse a introduit une contrainte qui vient perturber le fonctionnement du marché, qui est un fonctionnement d'un marché qui réussissait à financer abondamment partout sur le territoire toutes les catégories de ménages. Alors, c'est sûr que le modèle français de financement est un modèle qui présente beaucoup on parle d'immobilier, hein, qui présente beaucoup d'avantages. Alors, je vais prendre une information qui a été abondamment reprise en début de semaine. C'est le dernier tableau mensuel du surendettement des ménages de la Banque de France. Oui, tout à fait. D'accord. Bah. Avec une présentation qui laisse toujours quand même interrogatif sur l'objectif de la communication qui en est faite. Quand on lit le communiqué de l'autorité monétaire compétente en la matière, on lit l'augmentation du nombre de dossiers, 8%. Bon, c'est sûr que si je travaillais dans un établissement bancaire, je saurais qu'il est préférable de mettre un chiffre après la virgule. Donc, ce n'est pas 8%, déjà, c'est 7,5%. On ne va pas pinailler là-dessus. Mais on sait bien que là-dedans, dans ces 123 000, je crois, pour mémoire, dossiers, nous avons des dossiers qui sont des dossiers déclarés non recevables. Donc, ça reviendrait à dire que, tiens, on a mis des limiteurs de vitesse et puis, finalement, on va aussi compter parmi les infractions tous ceux qui respectent. D'accord ? Oui. Bon. Alors, on va sortir les dossiers qui ne sont pas recevables. Et là, on n'est plus à 7,5% d'augmentation, mais à 3% d'augmentation. Oui, ça change la donne. Ah bah, et puis en plus, soyons clairs, dans tous ces dossiers, nous avons crédit à la consommation et crédit IMO. Et donc, on sort crédit IMO. Hein. Et on atterrit à combien, là, vous savez ? Ah bah là, le problème, c'est que c'est plus pareil, ça baisse. Ça baisse. C'est ballot, ça. D'accord ? Ça signifie donc que nous n'avons pas un système de financement du logement en France qui est producteur de désordre risquant de déstabiliser le système bancaire et financier. Et pour bien comprendre cela, en 2023, alors c'est encore les chiffres provisoires d'ailleurs, tous ceux qui regardent avec attention le baromètre mensuel de la Banque de France, il y a encore une petite astérisque pour dire données provisoires. Hein. Ce n'est que lors de la publication prochaine du bilan définitif qu'on le saura, mais travaillons sur les données provisoires. En 2023, le nombre de ménages détenant un crédit immobilier et arrivant en surendettement, c'est 0,1% de l'ensemble du nombre de ménages qui détiennent des crédits immobiliers. Je ne vais pas dire que ce n'est pas beaucoup.
je dirais que c'est en baisse. C'est en baisse depuis 10 ans. Voilà. Donc, en dépit, alors en 10 ans, voyons bien, hein, en 10 ans, nous avons quand même eu une forte augmentation du nombre de ménages qui accèdent au crédit immobilier. Nous avons eu la crise sanitaire. Nous avons eu la première augmentation, le premier dérapage de l'inflation à l'automne 2020. Puis nous avons eu l'accélération de l'inflation 2021 avec un pouvoir d'achat qui a baissé. Puis nous avons eu le déclenchement de la guerre en Ukraine. Puis nous avons eu, etc., etc. Et en dépit de tout cela, d'un monde qui s'est formidablement transformé, qui n'a absolument plus rien à voir, d'ailleurs, avec celui de l'automne 2019, dans un monde qui s'est formidablement transformé et qui a été bouleversé, le pourcentage de ménages en surendettement pour des causes immobilières a baissé. Voilà. Donc, c'est une belle expression, je crois, et en plus qui met en valeur la qualité du tableau de bord de la Banque de France. Hein. C'est une évolution qui nous rappelle que le système de financement du logement en France est particulier, mais très vertueux. Très bien. Merci Michel. Ça y est, j'ai quelques questions. Alors, première question de Valérie Suner. Taux quasiment stable depuis 3 mois, c'est ce que nous disions. Taux à mi-janvier comparable à 2023. Cela signifie-t-il que les taux vont rester stables? Vous l'avez un petit peu abordé, peut-être que vous pouvez revenir dessus. Ça signifie que le premier trimestre est un trimestre durant lequel il ne faut pas s'attendre à une forte décrue des taux des crédits immobiliers. Tant que le taux de refinancement de la BCE ne bougera pas, tant que le signal n'aura pas été envoyé par Madame Lagarde, c'est peu probable. Hein. Bien sûr, il y a des établissements qui vont afficher des barèmes, etc. Il y en a qui ne communiquent que sur les barèmes des établissements. Donc, ça fausse un petit peu. Bien sûr, oui. Bon. Mais c'est à partir du printemps qu'on va voir quelque chose. Et après le deuxième trimestre, là, nous allons avoir un second semestre qui va certainement en émerveiller beaucoup. Très bien, parce que près de 100 points de base de baisse si le cadre économique et financier n'est pas bouleversé d'ici là, c'est quand même un beau retour en arrière. J'ai remis, tiens, je vous ai remis le premier graphique, les taux des crédits immobiliers. Ça signifie qu'on reviendrait, on reviendrait 3%, bloum. Hein. On reviendrait quand même, on gagnerait 5 années ou 6 années. Là, on est au fond de la crise des subprimes, d'accord? Oui. Eh bien, on reviendrait en 2013-2014. C'est ça, oui, 2013-2014. Ah oui, non, mais bon, faut voir. Bon, on ne reviendra pas sur les taux les plus bas qu'on a pu connaître. On n'y reviendra pas pour plein de raisons. Je crois que les évolutions des marchés monétaires et financiers aujourd'hui ne peuvent plus compter sur une politique monétaire abondante. Nous voyons bien que beaucoup d'États, dont la France, sont dans des situations d'endettement calamiteuses qui ne s'imposent pas. Et ils ne s'imposent pas les mêmes contraintes que les contraintes qu'ils imposent aux autres. Hein, puisque le président, quand même, du HCSF, c'est le ministre de l'économie et des finances, il faut le rappeler. Voilà. Alors, toujours sur les taux, Michel, une question de Alex L. Comment les banques appliqueraient-elles concrètement leur baisse de taux, par à-coup ou des diminutions mensuelles régulières, selon vous? Non, bon, ça dépendra, j'imagine. Nous, on regarde dans l'observatoire et de toute façon, on ne communiquera jamais sur autre chose. On regarde que le global, d'accord? Donc, ça signifie que le global, il mélange
des stratégies qui sont des stratégies très différentes suivant les établissements, leur localisation, leur implantation géographique. On voit bien que la temporalité de l'Île-de-France en termes d'affichage de barème n'est pas exactement la même que la temporalité de l'Auvergne. Voilà, donc, conséquence de l'histoire, nous allons avoir des taux qui, mois par mois, vont très probablement fluctuer avec une petite tendance à la décrue au premier trimestre, comme on disait, et après, on verra, mois après mois, les taux se réduisent. Mais encore une fois, on l'a bien vu, mois après mois, ça ne signifie pas une baisse régulière. Ça signifie qu'il y a des périodes qui sont des périodes... les établissements savent que, sauf pour des affichages commerciaux, pour faire la nique aux concurrents, c'est pas pour les mois pendant les mois d'hiver qu'on va faire le gros effort. C'est à l'arrivée du printemps quand le marché se dégèle. Et puis après, le deuxième grand rendez-vous, c'est le rendez-vous du début de l'été. Tout simplement, c'est le début de l'été. C'est là que le marché est le plus actif. Hein. Un peu juin, juillet, d'accord. Et puis après, il y a le sursaut avant l'endormissement. Hein. C'est fin d'année. C'est octobre, hein, septembre un peu, octobre, et puis moitié novembre. Voilà. Donc on a trois temps dans le marché où on va avoir très certainement des mouvements qui sont des mouvements qui pendant un temps vont s'accélérer, puis marquer un certain répit. Voilà. Mais au global, sur l'année, on devrait avoir cette décrue de près de 100 points de base. Alors, autre question de Alex L. Les courtiers sont plus prudents sur leurs prévisions de baisse et prévoient des taux moyens à 3,75 à fin 2024. Oui. Comment expliquez-vous cette différence avec votre prévision de 3,25 ? Bon, moi, je ne sais pas comment ils prévoient, donc... Voilà. Voilà. J'en suis désolé. Oui, difficile de savoir comment ces prévisions côté courtier sont posées. C'est ce que vous dites. D'accord. Je me souviens simplement que les communications qui sont généralement présentées sont des communications qui parfois font état d'une formidable amélioration des conditions de crédit et puis à d'autres fois d'une très grande prudence. Donc là, on est peut-être dans la période de grande prudence. Alors, moi, je dirais, si je voulais trouver un 3,75 en fin d'année, c'est que finalement... au-delà des scénarios macroéconomiques dont on se sert ici, il y a le sentiment chez les courtiers que la dégradation de l'inflation au niveau mondial et donc la reprise de l'inflation ou l'arrêt de la désinflation en France va être beaucoup plus prononcé que ce qu'on peut escompter. Hein, c'est ce qui a été dit. S'il y a un désordre, s'il y a des poussées d'inflation, alors la BCE différera beaucoup plus sa stratégie de réduction de ses taux de refinancement. Et à partir de là, eh bien, le mouvement de décrue des taux, des crédits sera retardé. Oui, ça pourra impacter effectivement. Donc, ce sera impacté. Ce sera une question de calendrier, mais qui viendra, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans leur modèle, hein, mais qui viendra donc de ce retard à l'allumage de la baisse des taux de la BCE. Très bien. Que tout le monde va suivre évidemment de près. Ouais. Olivier Laval, merci pour cet exposé très clair sur tout ce qui s'est passé. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Voilà, c'est un commentaire plus qu'une question. Exactement. Ouais. Une question de Stéphanie Pierre. Vous avez parlé du mirage des prix. Tout le monde dit que le marché immobilier est bloqué car les prix n'ont pas baissé. Ouais. Vous attendez-vous à une baisse des prix en 2024 et pensez-vous que la baisse des prix va faire repartir le marché ? Bon, là, je réponds toujours la même chose. C'est pire encore que ce qu'Olivier disait, hein, les prévisions en termes de prix. Alors,
Bon, maintenant, soyons clairs. Les prix ne sont pas les prix parisiens. Le marché national ne sont pas les prix parisiens. Le marché parisien, c'est 3 à 3,5% de l'ensemble du marché national. Oui. Bon, alors, faut regarder aussi ce qui se passe ailleurs. Et quand on prend quand même les villes moyennes de province, on n'est pas à 10 000 ou 11 000 euros du mètre carré. On est à 5 000 si on prend les grandes villes. Et puis on est à 1 800 euros du mètre carré, voire 1 400 euros du mètre carré si on descend sur les villes moyennes de province. Bon, alors, baisser des prix moyens au mètre carré, qui sont à 1 400 euros du mètre carré, ce n'est pas véritablement ça qui va réactiver le marché sur ces territoires-là. Oui. Or, c'est une grande partie du marché national, il faut le voir. Donc, si ce n'est pas par la baisse des prix, c'est sur quoi? C'est sur la capacité d'accéder au financement de l'opération. Donc, c'est sur la capacité à accéder au crédit. Donc, si on reste sur les contraintes qu'on connaît aujourd'hui, on ne va pas y revenir, même si les prix baissaient de 10-15% sur Limoges, par exemple, ou sur le Puy-en-Velay, ce n'est pas véritablement ça qui relancerait le marché. Oui, parce que ce qu'on peut comprendre, c'est que la révision des projets, en fait, telle qu'elle a eu lieu aujourd'hui, naturellement d'ailleurs, gérée par les emprunteurs eux-mêmes, en révisant le montant des opérations, la localisation, la surface de ces opérations, en fait, elle est déjà équivalente à une baisse des prix importante. Oui, parce que les mouvements de baisse de prix relatifs, donc de délocalisation, sont équivalents à une baisse des prix de l'ordre de 15%. Ouais. Bon, c'est sûr que il y a 2 ans et demi encore, il y en a qui prévoyaient des baisses de 25% des prix en zone rurale, faut s'en souvenir. Bon, ça n'a pas eu lieu. Il y en a qui régulièrement ressortent, les prix vont baisser de 15% sur Paris. Bon, ça, c'est possible, voilà. Rue de Javel, entre le numéro 8 et le numéro 12, oui, c'est possible, tout ça. Mais bon, là, on parle de ce qui se passe sur des marchés, comme on l'a vu, qui sont très différents. Et le mouvement de baisse des prix n'a de sens que si on regarde ce qui se passe sur ces marchés-là. Très bien. Je ne sais pas si c'est bien, mais... On note votre réponse. On note. Écoutez, on arrive au bout des questions. Michel, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je trouve que c'est bien. Moi, je dis... tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a une grande incertitude. Je pense qu'on le voit bien, même au niveau du Conseil des gouverneurs de la BCE. On voit bien qu'il y a des tiraillements compte tenu des positions des uns et des autres. Il y a des tiraillements pour savoir est-ce que ça va baisser les taux d'intervention, est-ce que ça ne va pas baisser. Je ne parle même pas du gouverneur de la Banque de France. Parlons par exemple, je crois, du gouverneur de la Banque d'Autriche qui déclarait encore récemment que la BCE ne réduirait pas ses taux avant l'automne 2024, je crois. Bon. Là-dessus, Christine Lagarde, qui est quand même une fine politique au sens noble du terme en la matière, a quand même rappelé que dans le calendrier de la BCE, les premières baisses de taux devraient intervenir au 2e trimestre. Voilà. Et je crois qu'on peut lui faire confiance là-dessus, qu'elle a bien conscience des conséquences que cela a pu avoir. Souvenons-nous que si les économies européennes ne se sont pas effondrées lors de la crise sanitaire, c'est bien parce qu'elle a mis en œuvre la stratégie qu'elle avait si savamment expliquée, que lorsqu'elle disait
il va nous falloir, je crois pour mémoire, sans trop déformer, il va nous falloir apprendre à marcher dans le noir, virgule, à petits pas. Et ça a été toute sa stratégie pour sortir les économies de la situation dans laquelle la crise sanitaire les avait plongées. Oui. Là, je crois que les uns et les autres, bon, peu importe, ont pris acte de la remontée de l'inflation. Les secteurs réels des économies de la zone euro ont été rudement affectés par la remontée des taux, pas seulement les ménages, mais aussi les entreprises. On voit bien aujourd'hui, parce que les ménages, ils ne sont pas structurellement endettés. D'accord, ils sont endettés sur du long terme, mais ce n'est pas du structurel. Ils ne s'endettent pas pour s'endetter, voilà, pour se réendetter, etc. Bon, même les entreprises payent très lourdement les conséquences de la hausse des taux. D'autant plus qu'il y a eu de l'endettement qui a été rajouté à l'endettement. Le prêt garanti par l'État, Avant, on aurait dit c'est une bombe à retardement. Voilà. Bon, aujourd'hui, en France, il est clair que une absence de modification dans la stratégie d'évolution des taux mettrait très probablement à plus que très mal une grande partie des perspectives de redémarrage de l'économie française, même si le redémarrage est timide. Donc là-dessus, voilà, il s'est passé quelque chose. Moi, je suis quand même confiant. Il faut un minimum d'espoir. Je vous rappelle, j'aime bien Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. Eh bien, souvenons-nous tout de même que si on n'a pas ce minimum d'espoir, on n'avance pas. Et le seul espoir qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est que la désinflation soit bien en marche et qu'il n'y ait pas besoin de faire marche arrière de ce côté-là. Parce que, évidemment, si la BCE fait marche arrière, je vous dis ce qu'on dira lors de la conférence de presse d'avril ou de juillet. On dira, oui, nous étions sur ces scénarios acceptés par tout le monde, même par la Banque de France. D'accord ? Voilà. Merci Michel. On a tous envie de continuer à respirer, je crois. Ah oui. Et on a tous envie de croire en cette reprise, même si elle est lente et hésitante. Merci en tout cas pour toutes ces explications très claires. Merci à vous de nous avoir suivis à distance. Et écoutez, j'ai envie de dire à bientôt. Peut-être. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.